C'est désormais de plus en plus certain, les scrutins à venir en République démocratique du Congo auront bien lieu le 23 décembre 2018. La campagne est ouverte et les candidats attendus ont commencé à dresser leurs agendas. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a lancé des appels à la mesure, car oui, de la mesure, il en faudra dans un pays qui attendait impatiemment d'aller aux urnes pour le renouvellement de sa classe politique. C'est désormais le temps des promesses. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin désigné par Joseph Kabila, a promis 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans au cours d'un discours-programme devant ses soutiens à Kinshasa. Du côté de l'opposition, le retour du candidat commun taxé par 2 de ses anciens alliés, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe notamment, de n'avoir aucune surface nationale, a pourtant drainé des milliers de soutiens à son retour à Kinshasa. Mais durant cette manifestation, pourtant autorisée par la police entre l'aéroport de Ndili et le centre-ville, des gaz lacrymogènes ont été utilisés contre la population. Martin Fayulu a notamment déclaré « Le candidat commun est là. Je suis là. » En attendant le retour des autres forces politiques de l'opposition, à quoi peut-on s'attendre au cours de cette campagne? Les conditions d'une élection inclusive et transparente sont-elles garanties? Fayulu, qui continue de réclamer un vote manuel, va-t-il se conformer aux résultats issus des urnes? Lequel des 21 candidats en lice détient le plus de chances de se faire élire au poste de président de la République démocratique du Congo? Quid de la sécurisation du scrutin dans certaines zones en proie, entre autres, à des violences ou à l'épidémie de virus Ebola? En attendant, l'Union est mise en avant par le président Joseph Kabila, qui a réuni tous ses soutiens aux côtés de son dauphin dans sa résidence privée. République démocratique du Congo, lancement de la campagne, force et faiblesse des principaux candidats. C'est le thème de l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Merci de nous rester fidèles. La présentation du plateau du jour, ce sera juste après l'intermède. Et sur ce plateau, à nos côtés, Élisée Héribert Label Adjovi, bonjour. Bonjour, Johannes Toanou, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Le successeur de Joseph Kabila Kabange sera bien désigné. Le compte à rebours est lancé. Patrick Armand-Pouillon, si vous deviez faire, je dirais, un bilan des quelques 2 ans qui se sont écoulés depuis la fin du mandat constitutionnel de Joseph Kabila, que diriez-vous? Je dirais que 2 ans de pagaille. 2 ans de pagaille, mais je ne sais pas à quoi ça lui a servi d'avoir les 2 ans. Peut-être qu'il avait besoin de ça pour mettre de l'ordre dans quelque chose. Mais je ne sais pas vraiment en quoi il a été président pendant les 2 ans. Parce qu'on a eu des rebondissements sur rebondissements qui n'ont pas permis réellement de gouverner, qui n'ont pas permis réellement de diriger. Et je crois qu'il doit être content de savoir que finalement, ça va prendre fin. Parce que prolonger un mandat dans ces conditions, ça ne vaut vraiment pas la peine. Voilà. Et bien, Label Adjovi, les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour aller à des élections inclusives et transparentes? Mais si vous voulez savoir la vérité, vous savez très bien que non. Vous savez très bien que non, parce qu'on va à ces échéances. Il y a la présidentielle, mais également les législatives et les provinciales du 23 décembre, sans toilettage du fichier électoral, alors qu'on sait très bien qu'il y a au moins 6 millions d'électeurs fictifs. En dehors de ça, on a une machine à voter à polémique, et donc les principaux candidats, notamment de l'opposition, n'en veulent pas du tout. Le dernier sondage publié le 30 octobre dernier aussi dit que la population n'est pas d'accord pour cette machine à voter. Et donc, quand vous voyez ces conditions-là ajoutées à la sécurité et un certain nombre de choses, vous savez très bien qu'on n'est pas dans de bonnes conditions pour cette élection présidentielle du 23 décembre, même si la campagne électorale a démarré jeudi. Voilà, Emmanuel Ramazani Shadari est en campagne. Patrick Armand-Pouillon, l'homme promet 86 milliards de dollars sur 5 ans dans un pays qui ne déploie actuellement que 4 milliards de dollars par jour. C'est de la démagogie politique ou c'est possible? Non, là où c'est même bizarre, il veut déployer autant d'argent et au même moment, il promet que 100 000 emplois. Dans un pays aussi vaste comme le Congo, annoncer qu'on va faire 100 000 emplois en 5 ans. Ça veut dire 100 000 emplois en 5 ans, quand vous divisez, ça fait à peine
20 000 emplois par an. Dans un pays aussi vaste que ça, je ne sais pas comment ces chiffres-là sont sortis. Créer 100 000 emplois, c'est de la poussière. Donc j'ai vu ça. L'autre chose, c'est que par rapport à la question posée à M. Ribel, l'autre chose qui montre que ce n'est pas une élection inclusive, parce qu'on ne peut pas sortir du temps de crise et rejeter des candidats. Parce que souvent, quand on sort du temps de crise et d'une période difficile, on permet à tous les candidats d'aller se confronter au suffrage universel. Mais on a des candidats de poids qui ont été éliminés, qui ont été empêchés d'être candidats. Donc, tout ça là montre que ce n'est pas une élection inclusive. Mais l'opposition s'est dit, prenons ce qu'il y a pour qu'il n'y ait pas encore un décalage pour 1 an ou 2 encore pour le président. Donc, je crois que, fondamentalement, j'ai entendu son programme de long en large, mais là où ça m'a étonné, c'est 100 000 emplois, pendant qu'en Côte d'Ivoire, même si ça n'a pas été réalisé réellement, on nous parle de 250 000 emplois. Comment on appelle, non, 1 million d'emplois en 5 ans. On nous parle au Bénin, la plupart des candidats nous parlent de 250 000 emplois en 5 ans. Et dans un pays aussi vaste que la RD Congo, on nous parle de 100 000 emplois en 5 ans. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être n'est-il pas, je dirais, au contact de la réelle politique. Il se dit que le travail est ardu et qu'il ne faut pas faire des promesses vaines à la population. Est-ce que c'est pas, on ne peut pas l'entendre sous ce prisme-là? Mais de toutes les manières, je pense que par rapport à ces promesses, on attend déjà qu'il soit élu, puisque vous savez très bien qu'il a un mentor qui ne nous a pas rassurés jusque-là. Vous savez très bien que depuis le 19 décembre 2016 du moins, le président Joseph Kabila devrait plier bagage. On a fait recours à la conférence épiscopale, à Senko, pour aider à sortir de cette crise. Vous savez très bien qu'il y a eu cet accord de la Saint-Sylvestre 2016 et que ça a permis, en même temps, avec le soutien appuyé du Conseil constitutionnel, ça a permis de donner un bonus de 2 ans et on est là sans qu'on ne toilette le fichier électoral, sans que le peuple veut qu'il y ait le changement de la machine à voter. On ne fait rien de tout cela et on est là à aller à une élection et la meilleure situation dans cette élection, c'est en même temps la pire, puisque la meilleure situation, c'est d'aller à l'élection, parce qu'il a fait déjà 2 ans de bonus, mais c'est une solution à 1000 inconnus. Parce que lorsqu'on va se présenter à cette élection, tout le monde sait que les contestations vont fuser de toutes parts. De toutes parts. Vous avez 6 millions de personnes qu'on ne sait pas, on n'a pas reçu leur empreinte digitale. Vous ne savez pas d'où ils vont venir pour voter. La machine à voter, personne ne peut contrôler, l'authentifier. Le peuple n'en veut pas. Mais en même temps, le pouvoir en place a beau jeu de dire, si vous ne voulez pas de la machine à voter, si vous voulez un toilettage du fichier électoral, il faut au moins encore 6 mois à 1 an. Et même peut-être 2 ans. Et le peuple dit, il est hors de question. L'élection a lieu le 23 décembre. L'élection, c'est si on comprend bien l'esprit de ce que le peuple veut, c'est l'opposition qui doit gagner, sinon nous sommes dans la rue. Et donc, je me demande comment le Congo va sortir de cette situation. C'est un bourbier. Patrick Amankoyo, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas, ou le président Joseph Kabila, qui quand même a accepté quitter le pouvoir, ne devrait pas ouvrir la porte à une transition pour permettre à d'autres, je dirais, personnalités de s'installer et d'ouvrir le champ politique, de permettre à ce que, parce que visiblement, le point d'achoppement majeur actuellement en RD Congo, c'est le fait que le président Kabila reste au pouvoir bien au-delà du terme de son deuxième mandat. Oui, mais ça, c'est ce que veut tout le monde, sauf le président Kabila. Le président Kabila veut éventuellement partir, mais garder les arcanes du pouvoir. Garder la main. Garder la main, parce qu'il veut revenir dans 5 ans. Donc, il veut être au pouvoir. Vous voyez Joseph Kabila candidat dans 5 ans? Oui, il veut être candidat dans 5 ans. C'est pourquoi il n'a pris aucune grosse pointure et il a pris quelqu'un qui lui est fidèle parce qu'il sait que lui, il va lui permettre de faire à la russe, à la solution. Mais les fidèles peuvent comme en changer Angola, Kazakh, tout à fait. Comme en Angola. Mais au fait, c'est sur ça qu'il est en train de tabler. Donc, il ne veut pas perdre la main. Il ne veut rien lâcher. Et donc, vous savez, cette machine à voter là, lorsque beaucoup ne comprennent pas la position du candidat unique de l'opposition, c'est que même le parti de Tshisekedi ne comprend pas ça. Mais il est en train de faire une démarche pour
qu'au cas où la machine se révèle être un boubier électoral pour eux, prendre le pouvoir autrement. C'est pourquoi il dit, il sait qu'on va voter avec ça. Mais il continue de dire, nous n'acceptons pas la machine à voter pour que quand ça va se révéler être un truc qui multiplie les voix du camp au pouvoir et qui diminue les voix des autres, dans ces conditions, vous ne pouvez pas accepter ça. Et c'est ça qu'il prépare. Et c'est ça le boubier dont il parle. Alors si Kabila veut forcer, tenter de gagner et perdre le pouvoir par la rue, et être obligé de courir comme les Mobutu et autres, dans ces conditions, je crois que son coup peut marcher. Mais s'il pense avoir des arrières assurés, il n'a qu'à baisser la garde et faire en sorte qu'on trouve quand même un compromis qui permet à tout le monde quand même d'être plus ou moins satisfait de ce qui va se faire. Voilà, en tout cas, et ceci malgré toutes les accusations de l'opposition, de l'emploi notamment des moyens de l'État à des fins politiques, le président Kabila soutient son dauphin. Une entrevue a eu lieu dans sa résidence privée. Lambert Mende a notamment raillé l'opposition. Nous allons suivre un court extrait des propos de Lambert Mende, qui est donc le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du Front commun pour le Congo. Le président Kabila est disponible pour aider aussi bien notre candidat, puisqu'il est l'autorité morale de la famille politique Front commun pour le Congo, qui soutient le candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Combatif, décomplexé, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Dans quelle proportion, ça dépend du peuple. Mais gagner, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Il n'y a qu'à voir nos adversaires pour comprendre que nous sommes certainement destinés à gagner. Je pense que c'est un poids-mouche. Je pense que c'est une souris naine qui a été accouchée à Genève. Poids-mouche, souris naine accouchée à Genève, c'est les propos de Lambert Mende sur la coalition de l'opposition conduite par Martin Fayulu. Ouais, de ce point de vue, c'est-à-dire sur cette partie de son intervention, je suis d'accord. D'ailleurs, la semaine dernière, dans la parution du mercredi du quotidien du service public béninois La Nation, j'en ai parlé. À Genève, il y a eu un marché de dupes. Parce que vous ne pouvez pas avoir le 30 octobre un sondage qui dit clairement, oui, si Jean-Pierre Bemba était là, si Moïse Katumbi était là, ils étaient vraiment en pole position. Voilà que la Cour constitutionnelle les a dégagés. Mais vous avez Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, du moins Kamerhe, qui viennent, l'autre à 36%, l'autre 17%, et le candidat au pouvoir ne vient qu'en 3e position. Et vous allez 10 jours plus tard, ou 11 jours plus tard, à Genève, et vous choisissez quelqu'un qui est en 5e position. Il y a une volonté claire de la part de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi de faire un jeu. C'est vrai que Martin Fayulu est quelqu'un d'intègre, quelqu'un même à la limite d'extrémiste par rapport au pouvoir de Joseph Kabila. Donc il est quelqu'un que le peuple va aimer d'une certaine manière. Mais il est limité, puisque c'est Kinshasa, son fief, et il n'est pas aussi connu, en tout cas aussi populaire dans les autres régions. Lorsque vous avez un sondage comme celui-là, vous faites amende honorable, même si vous n'aimez pas Félix Tshisekedi, même si vous n'aimez pas Vital Kamerhe, vous essayez de choisir, en tout cas normalement, le candidat normal, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, si vous estimez que vous avez des griefs contre son papa notamment, et que vous ne voulez pas le choisir, vous choisissez le second. Mais quand vous allez choisir l'autre, en réalité, Jean-Pierre Bemba, dans un an, on aurait fini avec ses poursuites au niveau de la CPI. Donc, s'il y a une situation conflictuelle qui arrive à l'issue de l'élection du 23 décembre, il sait que les cartes peuvent être rejouées. Et moi, je vois qu'il y a un jeu qui a été fait par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. À Genève, il n'y a pas eu un jeu sincère. Ils savent très bien que la rue pourrait prendre les choses en main, et dans le cadre de la rue, tout le monde peut être ramené autour de la table. Il va y avoir éventuellement, parce que tel que moi je vois la chose, j'attends un miracle éventuel. Sinon, c'est la rue qui risque de régler la situation en RDC. Et si c'est la rue, alors les cartes sont rabattues, tout le monde va retourner à la maison. Or, si on choisissait Félix Tshisekedi avec le soutien de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de façon sincère, le candidat au pouvoir ne peut pas tenir.
Mais le candidat qui a été choisi, et en même temps, Félix Tshisekedi est candidat, Vital Kamerhe est candidat, et il y a d'autres qui ont formé même un collectif des candidats présidents de la République. Il y a un désordre au sein de l'opposition, ça ne peut pas marcher. Patrick Amanpoyon, du côté de l'opposition, la fumée blanche n'a effectivement duré que 24 heures. Le candidat commun Martin Fayoulou a été contesté et désavoué par 2 signataires de l'accord, notamment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Votre lecture, à vous, de cette scène surréaliste? J'ai écouté la lecture de M. Adjovi et je peux vous dire que ce n'est pas du tout conforme à la réalité. La Fondation Kofi Annan ne peut pas faire un marché de dupes. C'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous avez le sondage quand tout le monde est candidat. Mais vous n'avez pas le sondage quand l'un d'entre eux est seul candidat contre le parti au pouvoir. Les autres partis ne veulent pas voter pour le parti de Tshisekedi qui les a toujours balayés et qui a toujours joué cavalier seul. Il ne peut pas, au-delà de son parti, mobiliser. Vital Kamerhe, tout le monde dit, c'est un dribbleur. Il a notamment participé aux assises avec le régime alors même que l'UDPS avait refusé d'y aller. Donc, le sondage qui a été pris en compte, c'est de tous les candidats, lequel peut mobiliser au-delà de son parti. C'est-à-dire que quelles sont les bases qui vont écouter leurs militants, leurs leaders par rapport au choix. C'est ce qui a prévalu, première chose. Deuxième chose, on a fait un vote. Les autres n'ont pas joué, non. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, regardez, avant d'aller là-bas, on dit l'opposition fait une marche. Le parti de Tshisekedi dit, nous on ne participe pas. Mais comment voulez-vous que les autres bases comprennent qu'au moment de montrer des forces, ils nous lâchent et après il va à Genève espérant avoir le financement des autres pour faire campagne. Mieux. Quand on dit marché de dupes à Genève, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que, vous voyez, le porte-parole du Front commun a la bouche mielleuse maintenant, mais il avait la gorge serrée. Le jour où il y a eu cet accord à Genève et on l'interviewait, il avait la gorge serrée. Mais vous croyez que si cet accord avait tenu là, je vous assure, le régime aurait déjà trouvé d'autres choses encore pour augmenter la fraude, pour augmenter ceci parce qu'ils avaient eu peur quand il y avait eu cet accord. Donc selon vous, Martin Fayoulou est bien le cheval gagnant? Non, c'est toujours le cheval gagnant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que dira Tshisekedi, ce que dira Vital Kamerhe à quelques jours de l'élection. Les négociations continuent. Et vous avez écouté Tshisekedi, il a dit quoi? Il dit, au cas où je suis candidat, il est candidat, et que nous perdons, la responsabilité sera partagée entre mes militants qui m'ont exigé d'être candidat et moi. Ça veut dire quoi? Il est conscient que le cheval là n'est pas bon, mais il risquait de perdre le leadership de son parti. S'il n'allait pas lui-même. Maintenant, parce que moi j'ai écouté des voix où les gens disent on va le dégager lui-même si il n'est pas candidat parce que c'est le Congrès qui l'a choisi comme candidat. Maintenant, est-ce qu'il va être candidat jusqu'au bout? Wait and see. Parce qu'il sait très bien que s'ils sont tous candidats, la fraude a plus de chances de passer. Et donc, le parti qui est en train de faire la grande bouche, qu'il ne donne pas sur le laurier, parce qu'au dernier moment, vous pouvez avoir encore un retour de tout le monde autour d'un seul candidat et le jeu sera beaucoup plus... Voilà. Et bien, je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'à Genève, quoi qu'en soit, il y a eu un marché de dupes. Si vous vous dites que vous êtes de l'opposition et que vous voulez battre un candidat au pouvoir avec tout ce qu'on a, la machine à voter, qu'on sait comment ça peut se passer. Vous savez qu'il y a plus de 6 millions d'électeurs fictifs. Vous taisez vos querelles. Si vous ne taisez pas vos... Non, si vous ne taisez... Ils n'ont pas fait ça. Si vous ne taisez pas vos querelles et que vous estimez que Félix Tshisekedi, il n'était pas à un rassemblement... Non, Patrick Amanpoyon, laissez-moi finir. Allez-y. Donc, et que vous estimez qu'il n'a pas été sérieux et que Vital Kamerhe est quelqu'un qui n'est pas sérieux également et qu'il dribble les gens. Et que pour cela, vous allez choisir quelqu'un que vous savez très bien que si on va parler en matière d'électorat, il ne représente qu'un poids plume. Dans ces conditions, vous faites un marché de dupes. Et encore que, quand je prends Jean-Pierre Bemba et je prends Moïse Katumbi, dans les semaines qui ont précédé cette rencontre, il y a dans leur tête. Parce que l'autre volet, ce dont on ne parle pas dans ce sondage, c'est que justement,
le peuple dit, nous ne sommes pas d'accord que Jean-Pierre Bemba ne soit pas candidat à 76%. Le peuple dit à 82%, nous ne sommes pas d'accord que Moïse Katumbi ne soit pas candidat. Et donc ceux-là se disent, et ils savent très bien que dans les conditions actuelles, si on ne change pas les conditions d'organisation de l'élection, qu'il y aura du désordre. Qui vous dit que dans leur tête, ils n'ont pas choisi le jusqu'au boutiste qu'ils connaissent, qui est Martin Fayulu, sachant que quel que soit ce qui se passe, au soir du 23 décembre, il y aura une contestation des résultats et le peuple risque d'amener la situation que vous imaginez. Voilà. Moi, je ne pense pas que Félix Tshisekedi va retirer sa candidature. Et bien, Bella Diobi, est-ce qu'il y a-t-il plus fort jusqu'au boutiste dans le cas congolais que l'UDPS? Un des représentants de l'UDPS disait encore hier qu'ils allaient à ces assises-là convaincus qu'ils seraient les seuls à être désignés. Si nous allons à des assises, c'est que tous les 7 membres ont la liberté de désigner la personne qui reçoit l'assentiment de la majorité. Je ne sais pas, parce que... Non. Entendons-nous bien. Soit ce sondage... Est-ce qu'on doit suivre des sondages pour désigner un candidat commun? Ou on doit suivre, je dirais, peut-être la personne qui reçoit l'assentiment de la majorité? Moi, je pense que... On devrait suivre un sondage réalisé par un cabinet indépendant pour désigner un candidat. Dans le cadre actuel, tout le monde sait très bien que face à Jean-Pierre Bemba, face à Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi ne peut pas tenir. Mais voilà que ces 2 candidats, ces poids lourds, ne sont pas candidats à la présidentielle. Pour vous, donc, d'office, la personne qui vient après cela, s'ils veulent avoir un résultat, c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Patrick Amon-Pouyon, est-ce que Vital Kamerhe a-t-il beau jeu de se retirer aussi? Non, lui, il a profité du vide créé par Tshisekedi. Il a profité, comme d'habitude, du vide créé par Tshisekedi. Et je vous ai dit, monsieur Hébert, qu'on va éviter de faire des procès en sorcellerie pour des gens. On va prendre les faits tels que ça se passe. Parce que s'il reconnaît lui-même que Jean-Pierre Bemba est un candidat de poids, alors qu'est-ce qu'il dit du mot d'ordre électoral de Jean-Pierre Bemba? Quand il dit que Moïse Katumbi est un candidat très de poids, populaire aussi, qu'est-ce qu'il dit du mot d'ordre de Moïse Katumbi? S'ils font campagne et appellent à voter pour Martin Fayulu, voilà, pourquoi Martin puisque Fayulu Jean-Pierre Bemba va rentrer pour faire campagne. Mieux, vous savez, il y a eu un fait qui s'est passé au Bénin que je vais analyser pour que vous compreniez. Quand l'Union fait la nation voulait changer un candidat unique, ils ont fait l'erreur des Ribert en choisissant le candidat qui avait le plus de popularité. Mais c'était le candidat qui avait le moins de moyens. Et vous croyez que les autres vont donner autant de moyens pour la candidature d'un autre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba font l'option du plus jeune, en se disant, nous avons notre électorat, nous avons notre argent, mais nous n'allons pas donner notre électorat et notre argent à quelqu'un qui pense que comme les sondages disent que c'est lui, il vient pour que les autres lui donnent l'argent. Ça n'a pas de sens. Il faut un vote entre les 7. Dans ces jours, au Bénin, en ce temps, si l'Union fait la nation avait dit qui donne combien pour les campagnes, et on avait pris le plus riche, en utilisant l'électorat maintenant de tout le monde pour l'accompagner, on aurait eu une autre élection. C'est sûr, on ne choisit pas un candidat en choisissant le plus populaire. Oui, le plus populaire, mais on choisit le plus rassembleur. Celui qui peut amener les bases à se fondre. Parce que vous voyez par exemple le candidat du parti au pouvoir, parce qu'on oublie ça. Il a choisi qui? Quelqu'un qui est impopulaire aussi? Quelqu'un qui n'est pas connu aussi, qui n'a pas de fief, qui n'a pas de fief et tout ça, parce qu'il sait que lui, il va faire le travail et il va rallier tous les autres. C'est exactement ce que l'opposition a fait en choisissant un candidat qui n'a peut-être pas de poids, mais qui est plus facile à faire digérer à leur base, qui est plus facile à faire accepter à leur base, qui n'ont pas de rancune avec lui, qui n'ont pas de précédent avec lui. Voilà ce qui s'est passé dans le cas congolais. Mais voilà. Moi, je pense que le procès de sorcellerie est ailleurs. Parce que moi, je continue de dire, j'entends mon vis-à-vis et je me dis, à moins qu'il soit dans le cœur de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, qu'il fait fausse route. Parce que moi, je dis, en dehors du choix qui a été fait, ça a été également un calcul politique.
Oui, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba savent très bien que très bientôt, quand il y aura de troubles, ils reviendront. Encore que, et qu'il faudra choisir. Encore que Ibel Abel-Adjovi, je ne vous coupe pas, selon les ententes qu'ils avaient, c'est que après 2 ans de gouvernance du candidat unique, il y aurait remise à plat de tout et tout le monde serait candidat, notamment avec une primature pour Jean-Pierre Bemba et l'économie et les finances pour Moïse Katumbi notamment. Il y avait un accord sérieux, un accord global sur les postes de responsabilité. J'estime, je ne participe pas forcément au débat, mais j'estime qu'il y a peut-être une volonté, peut-être de l'UDPS ou de l'UNC de Vital Kamerhe de s'imposer au choix de la majorité ou au consensus. Quand on va aux assises, on est forcément tenu ou obligé de respecter la voix de la majorité. C'est surprenant de voir quelqu'un de la trempe de Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe dire qu'il n'y a pas de politiciens sans base et que c'est la base qui a décidé de les renverser s'ils suivaient le mot d'ordre, alors même que toute l'opposition dans son entièreté avait appelé à un candidat commun. Mais je pense que ce que vous dites, c'est dans le meilleur des mondes que ça se passe comme cela. Et que ce qui s'est passé à Genève, tel que ça s'est passé, personnellement, je trouve que s'il y a eu un sondage, et j'ai vu les 2 groupes qui ont organisé ce sondage, je crois que c'est un sondage sérieux, puisque ce sondage a dit clairement ce qui devrait arriver si les 2 autres, notamment Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, étaient candidats. Et je ne suis pas d'accord également par rapport au cas béninois que mon co-débatteur a évoqué, parce qu'en fait, le problème n'était pas dans le choix du candidat. N'ayons pas peur des mots simples, Adrien Umbedi. Il était question beaucoup plus de comment les gens l'ont choisi et qu'est-ce qui est dans leur cœur. Comment ils sont allés derrière lui. J'ai entendu les uns les autres durant cette campagne. Nous sommes au pays. Donc, en fait, s'il y avait une volonté réelle de le porter au pouvoir, les choses se seraient passées autrement. Encore que le pouvoir, je le dirais, est toujours d'essence divine. Et si tu n'es pas appelé à l'aide, tu ne l'auras pas. Puisque un passage de la Bible dit, Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, de toutes les manières, ce qui s'est passé à Genève, ça concerne les Congolais, mais personnellement, je crois que tel que les choses ont été faites... C'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes parce qu'en dehors même du choix éventuel de Martin Fayoulou, il y a des calculs derrière de la part de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui savent très bien qu'au soir du 23 décembre, ils risquent d'avoir du désordre en République démocratique du Congo. On attend de voir si ça va se passer ainsi. Voilà, la machine à voter n'existe dans aucun test de loi congolais. Pourtant, la CENI ira aux élections avec cette machine-là. Martin Fayoulou continue, lui, de réclamer un vote manuel. Pourquoi demander une modification des conditions de vote à moins d'1 mois du scrutin? Patrick Amopoyon, est-ce que c'est une stratégie qui peut être payante? Oui. Comment? Il va à une élection dont il n'accepte pas les règles du jeu. Oui. Résultat, on ne peut pas le taxer de ne pas accepter les résultats. On ne peut pas le juger quand il n'acceptera pas les résultats. C'est une stratégie, je vous assure, c'est même pas lui. C'est Moïse Katumbi, c'est Jean-Pierre Bemba qui sont derrière cette stratégie. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi le candidat qui les écoute. Le candidat qui écoute leur stratégie. Le candidat qui est... Parce que c'est eux qui vont donner le gros des moyens. Ils vont donner de l'argent à quelqu'un qui ne les écoute pas, à quelqu'un qui a une autre stratégie qui est différente de leur stratégie. Et toujours, pour apporter de l'eau dans le moulin de ce qu'on est en train de dire, vous avez constaté que quand les 2 candidats se sont retirés, le candidat unique les a insultés. Mais vous allez constater qu'actuellement, il ne les insulte plus. Parce qu'on l'a rappelé à l'ordre. Ce n'est pas terminé. Si tu les insultes, leurs bases ne suivront pas au moment venu. Je voudrais aussi dire ceci. Si vous avez écouté Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi à travers les mots, vous comprendrez que lui-même est au regret de ce retrait. Parce qu'il a dit, quand il y aura échec, la responsabilité sera partagée entre la base qui m'a obligé et moi. Parce que si je continue seul et que ça ne marche pas, je serai le seul responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur, en signant les papiers,
il était sincère dans sa signature. Maintenant, effectivement, il était encore à Genève quand des dirigeants de son parti... Notamment le secrétaire général Jean-Marc Kaboul. Voilà, on mobilisait les gens pour brûler le siège. Donc, il y avait risque d'un coup d'État interne au niveau du parti. Je vous dis, ce n'est pas terminé. Les gens là se parlent. Et ne minimisez pas ceux qui sont derrière la négociation. Ne minimisez pas ceux qui sont en train de faire cette négociation entre eux. Voilà, il y a Martin Fayoulou qui, à sa descente d'avion, a rassuré le peuple congolais. L'homme a appelé à la fin du régime en place. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Mais c'est l'avenir du pays, de mon pays qui est en jeu. Et c'est le développement, la prospérité du Congo demain. L'état d'esprit est que nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique. C'est-à-dire, pour arriver à ça, il faut les élections. Mais lesquelles élections? C'est notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé. Mais le message est qu'il y a un candidat commun et vous voyez, tous les groupes qui composent l'opposition sont là. Les candidats communs sont là, je suis là, je représente ces groupes. Je suis un porte-parole, un porte-étendard pour les élections crédibles, transparentes et apaisées et pour assurer la prospérité au Congo. C'est le même message que celui du peuple congolais qui veut qu'il y ait de bonnes élections et le 23 décembre des élections sans machine à voter, des élections avec un fichier électoral corrigé. La victoire finale, elle sera la nôtre, celle du peuple congolais contre un oppresseur, M. Kabila et son régime. Voilà. Propos du candidat commun, donc Martin Fayoulou. Ces propos sont suivis de ceux d'Adolphe Mouzito, un autre candidat à ces élections-là, qui, lui, a choisi d'accompagner le candidat commun. À Genève, les opposants se sont réunis sous la conduite de la Fondation Kofi Annan. On en a parlé sur ce plateau. Dans le document signé, il est notamment dit, je cite, « Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. » Eh bien, Mme Diovi, quelle lecture peut-on faire de ce paragraphe-là? Les opposants ont tout signé, mais visiblement, ils sont allés à l'encontre de cette signature-là ou de ces propos-là contenus dans le document. Oui, mais je pense que je ne sais pas qui a proposé ce test-là, parce que c'est un bon test, mais pour appliquer ce genre de choses, il faut avoir un degré de conscience de la chose divine, une crainte de Dieu forte pour arriver là. Je ne suis pas sûr que cette crainte de Dieu, les opposants qui se sont retrouvés à Genève sont arrivés à ce degré-là. Ça, c'est une parenthèse. Donc, j'ai été surpris quand j'ai lu ce paragraphe de l'accord. Ils sont allés trop loin. Et je trouve que là également, que l'on se retrouve quelques heures après avec deux opposants qui se retirent, vous comprenez très bien que nous sommes avec les politiciens qui font ce qu'ils veulent. Et on peut voir le CV de chacun des participants à cette rencontre. Je ne veux pas juger. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Donc, je ne sais pas comment ils en sont arrivés à écrire ce test, parce que pour le faire, ce n'est pas à Genève que ça doit se faire. Quand on voit leur vie, on doit savoir que c'est des gens qui ont la crainte de Dieu à ce niveau-là. Ils ne l'ont pas. Je ne pense pas. Et donc, je suis surpris qu'il l'ait écrit. Et que ce n'est pas à un tel niveau que ce genre de choses se fait. De toutes les manières, j'aurais aimé que toute l'opposition soit à Genève, parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. 7 se sont retrouvés là-bas, c'est vrai que les autres sont des menus frétins, mais ils sont quand même un collectif candidat président de la République, c'est le nom qu'ils ont donné à leur collectif, et ils exigent qu'on fasse le toilettage du fichier électoral, ils exigent qu'on utilise le décomptage manuel, ce que les autres aussi qui se sont retrouvés à Genève exige. Donc, quand je regarde tout cela, je trouve que le verre est dans le fruit. Ce qui aurait été bien par rapport au cas congolais, si les uns et les autres aimaient le Congo, à commencer par le parti au pouvoir, sincèrement, il faut que après que Kabila ait eu 2 ans de bonus, qu'éventuellement il se retire, qu'il y ait une transition qui prépare des élections dans des conditions normales, qu'on revoie le fichier électoral, que l'on utilise, même si ce sera la machine à voter, que tout le monde soit d'accord avec, mais tel qu'on va aux élections du 23 décembre, en fait, tout le monde est prêt à mettre le Congo à feu et à sang. En tout cas,
tel que ça se passe, tout le monde sait très bien que c'est la rue qui décidera de la suite. De toutes les manières, nous sommes là, nous verrons ce qui va se passer. Voilà, je rappelle juste que vous êtes, on dirait, idéaliste, parce que dans la pratique, aujourd'hui, ce n'est évidemment pas ce qui est en train de se profiler. Il y a un des candidats, c'est Kikouni, qui a officiellement demandé à la commission électorale le report immédiat des élections pour éviter des risques de chaos. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque de chaos est effectivement présent? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le risque de chaos est évident parce que, et là encore, je crois que les opposants ont encore fait un très bon choix en choisissant quelqu'un qui est de la trempe du régime au pouvoir et qui peut leur apporter le répondant. Un gars qui est capable de les affronter, qui est prêt à les affronter. Donc le risque est grand parce que dans les deux camps aujourd'hui, ils sont prêts à ça. Parce que s'ils refusent, jusqu'à présent, à quelques jours du vote, s'ils continuent de refuser comment on appelle la machine à voter, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter un résultat dont ils ne connaissent même pas le fonctionnement du logiciel de la machine à voter. Il ne va pas aller se tirer dans les pattes. Et je voudrais aussi dire ceci, que le bout de phrase qui a été écrit dans l'accord, qui dit l'opprobre et tout ça là, il ne faut pas minimiser ça, compte tenu de la classe de ceux qui l'ont écrit. 1. Compte tenu de l'expérience de ceux qui l'ont signé. 3. Il faut que nous comprenions aussi, jusqu'à présent, la fondation Kofi Annan n'a fait aucune déclaration parce qu'ils n'ont pas terminé leur travail. Et aussi, écoutez les propos de Tshisekedi. Il dit, on pouvait continuer les négociations, mais la campagne veut commencer. Un autre élément encore. La campagne a commencé. Vous avez vu qui commençait les campagnes? Le régime au pouvoir et le candidat unique de l'opposition. Vous n'avez encore vu aucune manifestation de Tshisekedi. Vous n'avez encore vu aucune manifestation de Vital Kamera. Et il paraît même que Tshisekedi est encore en Belgique jusqu'à présent. Ça veut dire que il ne prenait pas ça pour... La politique, ce n'est pas tout est carré, tout est ceci. Les négociations continuent. Des choses vont se passer. Voilà. Et bien la Diovi, report des élections demandé par un candidat qui quand même, je dirais, a voix au chapitre officiellement sur le terrain RD congolais. Et quelle est la stratégie qu'il faut adopter face à cette demande-là? Oui, report des élections, en fait, si on aime le Congo, c'est l'idéal. Mais report des élections avec Joseph Kabila au pouvoir, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en 2 ans, il n'a donné aucune gage de changement puisqu'il est resté 2 ans de plus pour changer ce qu'on est en train de dire. Et quand il finissait son mandat le 19 décembre 2016, on avait déjà le problème du fichier électoral, du toilettage du fichier électoral. Ça n'a pas changé outre mesure. On savait très bien que la manière dont il a été reconduit au pouvoir, que c'était dans des conditions catastrophiques. Mais 2 ans plus tard, il n'a rien fait de cela. Donc les gens veulent bien, si par exemple il y avait une lucidité extraordinaire qui a mené à dire je me retire, on forme un gouvernement de transition, mais moi je me retire et que les choses, personne ne va vouloir coûte que coûte d'une élection maintenant. Mais les gens ne veulent pas du report de l'élection parce que Joseph Kabila va continuer à enfariner tout le monde, excusez du peu, et qu'on sait très bien comment il est parvenu au pouvoir en janvier 2001. Donc, voilà. Il y a bientôt 18 ans. Et les gens sont fatigués, ils veulent qu'il y ait du changement. Et le peuple, même aujourd'hui, est décidé. S'il le faut, nous nous mettrons dans la rue, puisque le pouvoir, en dernier ressort, nous revient. Voilà, c'est une option à ne surtout pas souhaiter quand on sait comment les forces de défense et de sécurité ont l'habitude de réagir en RD Congo. Patrick Amon-Pouillon, aujourd'hui, le report qu'on demande, est-ce que ce n'est pas, je dirais, implicitement permettre encore au président Kabila de rester au pouvoir indéfiniment? C'est-à-dire que si on reporte pour permettre que toutes les conditions soient remplies, est-ce que ce n'est pas quand même un risque que toutes ces conditions-là ne soient jamais remplies? Parce que visiblement, il sera difficile pour Moïse Katumbi de rentrer candidaté, il sera difficile pour les institutions congolaises en l'état d'autoriser Jean-Pierre Bemba à être candidat. Oui, et ce serait même difficile de permettre une élection sincère où il y a un deuxième tour pour choisir. Non, encore que c'est une élection à un tour. Oui, c'est ça, il dit. Il serait difficile aussi d'en arriver à un vote où le peuple à majorité va choisir son président. En réalité, il faut dire ceci. D'abord, je voudrais préciser que le président Kabila représente aussi des intérêts. Donc, dire qu'il va se retirer, c'est pas possible.
il représente aussi des intérêts. Il y a des intérêts dans le pays. Vous savez que c'est un pays aussi géant, stratégique, et qui a des intérêts énormes, très riches. Il y a des intérêts énormes dans le pays. Je crois que même s'il dit qu'il va se retirer, il risque d'être assassiné comme son père. Donc bref, il ne peut pas se retirer. Maintenant, dire qu'on va reporter les élections dans ces conditions où il a les cartes en main, ça veut dire qu'on va reporter et il va toujours garder les cartes en main. Pourquoi faire quoi? Continuer par placer des pions pour pouvoir assurer sa succession, assurer son truc là. Donc je crois qu'il faut aller à ces élections-là. Même si c'est mauvais, il faut aller à ces élections. On a été aux élections en Centrafrique, c'est pas au Congo qu'il serait catastrophique d'aller aux élections. Il faut aller à ces élections. Maintenant, l'État va tenter ce qu'il va tenter, c'est de la proportion de ce que l'État va mettre en place que la paix après les élections pourra avoir lieu. Mais si l'État veut voler, vous voyez, il est impossible de réprimer un peuple qui a la conviction d'avoir gagné les élections. C'est pas possible. Il faut que nos dirigeants comprennent ça. S'il y a un doute, le peuple ne réagit pas. Mais si le peuple a la conviction d'avoir gagné les élections, il est impossible de réprimer ça. Alors, il va falloir que l'État fasse très attention lorsqu'en majorité, le peuple va porter son suffrage sur des candidats de l'opposition et que la mouvance va vouloir prendre ça. C'est là qu'il y aura le chaos dont parle M. Adjovi. Mais en réalité, je crois que il est possible toujours que nous fassions ces élections sans que nous n'ayons le chaos qui est annoncé parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu et il y a beaucoup de tractations, beaucoup de négociations. Et vous savez, quand la communauté internationale a vu venir un grave danger, ils ont réussi à amener Kabila à ne pas avoir un troisième mandat. Donc, ça veut dire que la communauté internationale peut se regrouper lorsque les intérêts de tout le monde sont en danger. Ils vont certainement se regrouper parce que le chaos n'arrange personne. Et quand le chaos est imminent, toutes les forces vont se converger pour qu'il y ait une solution. La solution n'est pas dans la main des leaders politiques congolais. La solution est dans la main de ceux qui soutiennent chaque leader politique congolais. Et quand les intérêts vont être tous menacés, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Voilà. Ebel Abeladjovi, dernière question. Aujourd'hui, on ne prend peut-être pas assez en compte les difficultés sécuritaires dans le Congo, les difficultés sanitaires aussi. Il y a Ebola qui est galopant, des centaines de morts dans certaines régions du pays. Il y a dans certaines régions du pays où, je dirais, peut-être chaque minute, des Congolais sont tués. Est-ce que on prend, je dirais, en compte la sécurisation du scrutin, permettre à ceux-là qui souffrent le martyre au quotidien dans leur vie de participer aussi à ce scrutin-là, de pouvoir donner leur voix? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est en train d'être fait dans ce sens? Avant de parler de cela... Non, rapidement. Le temps est parti à cette émission complètement épuisé. Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, il a des parrains, mais ses parrains ont décidé qu'il parte, il le sait très bien, et que ses parrains se sont repositionnés ailleurs. Ce n'est qu'une parenthèse. Pour en venir à l'aspect de la sécurisation, vous savez très bien que oui, nous voulons de la sécurisation, mais il faut un gouvernement qui représente les Congolais. C'est ce que le peuple congolais décide. Et le peuple congolais estime qu'il faut aller à l'élection le 23 décembre. L'autre chose, si on avait des comptages manuels, les choses se feraient plus facilement. Mais tout ce que vous faites, c'est dans une machine que vous ne contrôlez pas. On ne pourra pas dire exactement comment les choses vont se passer. C'est pour ça que l'opposition ne veut pas de cette machine à voter. De toutes les manières, on est déjà dedans. J'espère que les choses vont bien se passer. Sinon, tel que les événements se poursuivent, je n'ai pas confiance par rapport à ce qui va arriver. Comme je l'ai dit il n'y a pas de cela si longtemps, l'Afrique retient son souffle, le Congo davantage. Voilà. Patrick Avampouillon, 30 secondes, sécurisation du scrutin. Non, si c'est une base du président Kabila, il va sécuriser. Si ce n'est pas sa base, il va créer plus de chaos pour qu'il n'y ait pas de vote là-bas. C'est politique. Voilà. Vous êtes Patrick Avampouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Élisée Heribert Abeladjovi, journaliste internationaliste, également écrivain. Messieurs, merci d'avoir été là. Débat sans doute contradictoire. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.